Je vais essayer dans cette intervention de poser une question qui est une question toute simple, qui est celle de savoir de quoi nous parlons quand nous parlons de mobilité, en partant d'un... oh, excusez-moi, mais on n'est pas au numéro un. Voilà, ça c'était le début normalement. Bon, voilà. Qui part de l'idée que nous sommes de plus en plus mobiles. En tout cas, c'est ce qui est, on va dire, le terme d'introduction de pas mal d'interventions en matière d'études sur les mobilités. Or, on peut, à bon droit, me semble-t-il, s'interroger sur la nouveauté de ce constat. On peut, par exemple, se référer à Foucault et à son intérêt pour la mobilité, dans lequel il montre qu'en fait, l'époque moderne est entièrement marquée par un accroissement des mobilités. Ce matin, en discutant, on évoquait, par exemple, le rôle du chemin de fer au XIXe siècle comme formidable accélérateur des mouvements. On pourrait citer toute la première moitié du XXe siècle qui est elle aussi intensément marquée par des compétitions entre bateaux transatlantiques pour savoir qui sera le plus rapide pour faire la traversée. On pourrait parler des futuristes italiens qui valorisent la vitesse, qui rejettent le mou et qui veulent du rapide à tous les étages. Mais donc, finalement, face à cela, on pourrait s'interroger sur la nouveauté du phénomène. Et en fait, il me semble qu'une des problématiques qui est à la base de ce que moi je ressens en tout cas comme une ambiguïté, c'est cette évidence, ou plutôt cette fausse évidence de la mobilité. Je me réfère notamment aux travaux de Birgitta Frello qui a montré à quel point la qualité de mobile ou d'immobile était le fruit d'une attribution enfin, d'une construction sociale. Et j'aurais trois hypothèses à la fois modestes et ambitieuses. La première, c'est celle de montrer, en tout cas de proposer une vision de l'évolution de l'acception du terme mobilité. Ensuite, tracer la perspective de la valorisation actuelle de la mobilité comme résultat de cette évolution de l'acception de la notion de mobilité. Et enfin, j'essayerai de terminer sur l'idée que l'attribution de la qualité de mobile est un enjeu en soi, ce qui pose problème quand on affirme que nous sommes de plus en plus mobiles. Alors, qu'est-ce que la mobilité ? Eh bien, on va faire simple, hein. C'est un déplacement dans l'espace, en tout cas de mon sens, à mon sens, un déplacement dans l'espace au cours du temps, tout bêtement. Et l'espace, pour moi, est une dimension qui permet de structurer quoi ? Une réalité, et en fait une réalité, à mon sens, non nécessairement physique. Je n'ai malheureusement pas le temps ici de développer, mais je suis en train de travailler à un projet d'article pour essayer de justifier ce point. J'ai fait une communication à un colloque à Tours en juillet pour le justifier. Ça me prendrait 20 minutes de plus. On ne les a pas, je ne le ferai pas ici, mais disons qu'à mon sens, la question de l'espace n'est pas une question qui est liée nécessairement au physique, à l'univers physique, et que quand on parle d'espace social, à mon sens, on parle d'un espace aussi spatial que l'espace physique. Le temps est lui-même une construction sociale, je ne m'étendrai pas, je pense que ça n'est pas nécessaire, et je pense, à la suite, et en collaboration avec d'ailleurs Bertrand Montulet, que l'espace et le temps doivent être pensés en combinaison dans des morphologies qui sont des représentations sociales et qui combinent une certaine façon de construire l'espace et une certaine façon de construire le temps. Dans un tel contexte, il me semble qu'il est utile de passer de l'idée de la mobilité à l'idée des mobilités, incluant des mobilités non physiques, lesquelles, me semble-t-il, doivent nous permettre de comprendre une série de phénomènes contemporains. Alors, brièvement, je propose, avec et à la suite de Bertrand Montulet toujours, l'idée d'un passage d'une morphologie spatio-temporelle à une autre, c'est-à-dire d'une morphologie que nous appelons la forme limite à la forme flux. L'idée de la forme limite, c'est que l'espace est structuré en circonscription, c'est-à-dire que ce qui structure l'espace, c'est avant tout l'idée de frontière. Tracer une limite entre des domaines, entre des circonscriptions. L'idée de circonscription, finalement, le mot est bien commode puisqu'il désigne bien ce qui est entouré par une limite, ce qui est circonscrit. Dans ce cadre-là, en lien avec cette façon de voir
l'espace, si on structure l'espace par une frontière, il est nécessaire de stabiliser le temps. C'est-à-dire qu'une frontière n'a pas de sens si elle n'a pas une durée. Si tout change tout le temps, si tout s'érode en permanence, l'idée même de frontière est inconcevable. Donc dans ce cadre-là, dans un système dans lequel, à mon sens, l'espace dit le temps, le maintien des frontières, et donc le maintien d'un espace structuré comme un ensemble de circonscriptions, implique qu'on conçoive le temps comme une série de stases entrecoupées de ruptures. Alors pour rendre les choses plus concrètes, on pourrait dire que l'exemple parfait de ce genre de construction, c'est le système stato-national à la fin du XIXe siècle. L'idée qu'un État, ça doit être lié à une nation, qu'il y a une frontière qui entoure cette nation, et que cette frontière sépare non seulement le territoire de l'État du territoire des États contigus, mais entoure aussi un peuple dont l'existence est quasiment immémoriale, ce peuple qui est marqué par une culture, qui pratique une langue, qui a une façon de vivre, etc. Nous savons tous, je pense ici, que ce sont des fictions, mais ce qui m'intéresse justement, c'est la façon dont ça a pu être représenté. Et à partir du moment où ces fictions ont pu quand même causer 2 guerres mondiales, on peut considérer qu'elles avaient quand même un poids suffisant pour déterminer notre rapport au monde. Il me semble que ces 30 ou 40 dernières années, nous avons commencé à expérimenter le passage, ou en tout cas la pénétration d'une autre façon de voir l'articulation entre l'espace et le temps, que je qualifie de forme flux. Dans ce cadre, le temps est un flux continu qui érode en permanence le réel. Il est dans ce cadre-là absolument inimaginable d'avoir un point fixe ou de tracer une frontière, parce que les frontières sont en permanente renégociation. L'espace dans ce cadre-là n'est plus structuré par l'idée qu'il existe des frontières strictes qu'à un moment donné on va franchir, mais par l'idée qu'on se repère dans l'espace par l'établissement d'un ensemble de relations avec d'autres points. Le temps, dans ce cadre-là, modèle l'espace. Si on songe aujourd'hui à ce que la construction européenne a fait de l'espace stato-national, enfin, du système stato-national européen, par exemple, l'Europe, l'Union européenne, a inauguré ce qu'on appelle le droit de suite, qui est la possibilité pour un État de faire poursuivre un malfaiteur par ses forces de police sur le territoire d'un autre État. Ce qui est en fait, dans le système classique, la transgression d'une frontière claire et un casus belli. Aujourd'hui, les espaces nationaux en Europe sont de plus en plus vécus comme s'interpénétrant et comme étant en fait un ensemble de zones relativement floues avec des limites en interpénétration, parfois en interpénétration fort importantes. Je pourrais multiplier les exemples, mais je n'ai malheureusement pas le temps. Qu'est-ce qu'on appelle mobilité dans ce cadre-là? Dans le cadre de la forme limite, à mon sens, la mobilité est avant tout une mobilité franchissement. On est mobile quand on passe une frontière. Ce passage de frontière est un passage conditionné, bien entendu, et je serai mobile quand je serai passé d'un compartiment à un autre. Pensons à une mobilité sociale vécue comme une ascension sociale, passant d'un statut à un autre, impliquant des modifications de rôle, si on veut reprendre l'appareil théorique de Goffman. Alors, cette mobilité est une mobilité discrète, c'est-à-dire une mobilité qui n'est pas continue, mais qui fonctionne de manière interrompue et qui procède d'un désancrage à un réancrage. C'est ce que, dans la modernité liquide, Bauman appelle l'embedment, dont il regrette, dont il indique la disparition actuellement. On pourrait considérer qu'en fait on est dans un système qui combine des aires géographiques et des aires, c'est-à-dire que quand on bouge, quand on se déplace, on franchit une frontière et on inaugure une nouvelle ère, un nouveau temps, par exemple un nouveau temps d'appartenance à une classe sociale différente, à un niveau professionnel différent, etc. Dans le cadre de la forme flux, puisque tout est en permanence soumis au flux du temps, la mobilité devient nécessairement irrépressible et continue. Elle ne dépend plus du franchissement d'une frontière qui me permet de savoir que j'ai changé d'état ou que j'ai changé de statut professionnel, par exemple. Elle est davantage liée à une évolution permanente de mes relations à un ensemble de points qui me permettent de me repérer. Or, ces points sont eux-mêmes en mouvement, et donc la mobilité est irrépressible et continue. Elle est même, plus encore, une condition naturelle. C'est-à-dire que de plus en plus, me semble-t-il, un ensemble de discours décrit la condition humaine comme une condition de mobilité. Là où, je le rappelle quand même, la condition humaine était décrite
si on se projette dans cette époque à la fin du XIXe siècle, comme procédant essentiellement de l'établissement de limites et d'une lutte de l'homme contre l'état de nature, c'est-à-dire l'institution d'un ensemble de règles qui quadrillaient l'espace, qui aidaient à dire ce qui était bien ou mal, humain, inhumain, humain, non humain, etc., etc. Donc la mobilité comme condition naturelle. Dans ce cadre-là, évidemment, les relations spatiales sont en permanente évolution. Alors il me semble que quand le regard, la construction sociale d'un phénomène se modifie, il est assez logique que les prescriptions sociales relatives à ce phénomène évoluent également. Si la mobilité est notre lot commun, si elle est le signe de la vie, le signe finalement de notre humanité, il est assez logique que cela ait un impact sur notre façon de voir ce qu'il convient d'être. La mobilité comme dignité me semble être une des conditions, une des caractéristiques des discours actuels. On pourrait songer par exemple à la stigmatisation des immobiles comme des assistés, comme des bons à rien, comme des gens incapables de se mettre en mouvement. Cette idéologie mobilitaire, nous avons, Bertrand Montulé et moi, essayé de la formaliser autour de 4 impératifs. Si quelqu'un a un 5e à me suggérer, je suis preneur. Je veux dire, la liste n'est pas nécessairement close. Ces 4 impératifs sont les suivants: activité, activation, participation et adaptation. Et l'essai que je fais parallèlement à cet essai de théorisation est celui d'étudier le cas de la légitimation de la prison par le biais de ces impératifs. En m'intéressant aux travaux parlementaires de la loi pénitentiaire belge de 2005, donc qui est une loi pénitentiaire récente et qui s'essaye à la dure tâche de légitimer la prison aujourd'hui, alors qu'elle est un échec patent depuis au moins 120 ans. C'est un minimum. C'est la 2e tentative de refondation de l'enfermement. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais donc voici un exemple, et je vais essayer d'aller très vite pour ne pas empiéter sur le temps de parole d'autrui. Activité. Dans les travaux parlementaires de cette loi, le personnel et les détenus sont considérés comme des acteurs de la prison. Il n'est plus question de décrire la prison comme une institution totale qui s'empare des individus pour les soumettre à un ensemble de règles. Il est question d'une co-construction d'une prison, c'est-à-dire de la prison qui est l'œuvre finalement de l'activité des détenus et du personnel. Ce n'est pas que ce soit une nouveauté qu'un milieu social soit l'œuvre des personnes qui y agissent, ce n'est pas ça. C'est que dans la façon dont c'est impérativement décrit, dans la façon dont le législateur parle de la prison, c'est comme ça qu'il considère que la prison est et doit être. Le temps carcéral, dans ce cadre-là, est un temps qui doit être mis à profit. On n'est plus dans l'idée d'une soustraction de temps de la vie des individus, soustraction de temps pendant lequel on leur demande juste de croupir dans une cellule. On est dans l'imaginaire d'un temps carcéral qui est en continuité avec le temps de la vie libre, avant et après, et qu'il faut absolument mettre à profit pour faire des projets. La surcharge de la prison dans ce cadre-là est considérée comme faisant partie du fonctionnement normal. C'est une règle d'activité. Il me semble que cet impératif s'incarne fort bien dans la façon dont nos sociétés gèrent et mettent en scène la question de la surcharge comme étant non seulement une norme, mais également, enfin une norme au sens d'une situation normale, mais également un impératif. Aujourd'hui, il convient de se dire surchargé, il convient d'être au maximum de ses possibilités, il convient de jouer avec le burn-out. Je ne m'étendrai pas sur les exemples non carcéraux qui sont en bas du slide. La participation, c'est l'idée de... excusez-moi, non, j'ai sauté un slide de trop. L'activation. C'est l'idée que non seulement il faut être en mouvement en permanence, mais le principe du mouvement doit être l'acteur social considéré. Par exemple, quand on rentre en prison pour une peine de plus de 3 ans, la loi belge prévoit que le détenu établisse un plan de détention. Ce plan de détention implique qu'il fasse un projet de sa détention et qu'il dise à quoi il va consacrer le formidable temps libre qu'on lui offre dans un de nos luxueux établissements pénitentiaires. Dans ce cadre-là, on est bien dans l'idée qu'il ne s'agit plus de se saisir de lui pour lui dire « nous savons quel mal te ronge et nous allons tenter d'y remédier », mais qu'on est dans un cadre où on lui dit « nous ne savons pas quel est le projet que tu devrais mener, mais tu dois en mener un toi-même, tu dois prendre l'initiative d'un projet et nous t'assisterons en cela ». Un très bon exemple de cela aussi est la récurrence du thème de la nécessité de prendre des initiatives vis-à-vis de la victime
pour la dédommager, pour lui proposer une médiation, etc. Dans ce cadre, l'aide n'est qu'une offre de service et n'est pas une prise en charge. C'est très important, c'est une thématique qu'on va retrouver dans l'aide sociale de manière généralisée. Alors, la participation, la prison devient une prison participative. La prison est un projet collectif, c'est-à-dire quelque chose que nous allons tous construire ensemble, que nous allons tous bâtir ensemble. Un des exemples frappants de la mutation radicale de la prison est la mise en place du régime communautaire comme régime standard. Je rappelle qu'en France, jusqu'en 1972, si je ne fais pas erreur, la règle était le régime du silence. Ce qui voulait dire que les détenus ne pouvaient pas parler entre eux et les gardiens ne pouvaient pas adresser la parole aux détenus, sauf pour des raisons de sécurité et des raisons purement fonctionnelles. On passe donc d'un paradigme qui est le paradigme de l'isolement et de la rupture de chacun avec son voisin et avec les autorités, à un paradigme dans lequel, en Belgique, très influencé par les modèles français, on considère que l'objectif est de créer un milieu social dans la prison et donc d'œuvrer à une participation à un milieu social intracarcéral. Il faut se rendre compte que ceci est une révolution dans la mesure où un des impératifs du milieu carcéral était de tenter de remédier à la contagion criminelle qui se produisait, et qui se produit toujours, dans les prisons. Les processus participatifs sont appelés des vœux du législateur, et notamment, par exemple, on veut mettre sur pied des processus participatifs pour gérer la cantine, par exemple. Ce n'est peut-être qu'un détail, mais on passe d'un système dans lequel l'institution totale prend totalement en charge l'individu et norme complètement son univers, à un système dans lequel on lui dit « tu dois participer à l'édification d'un système carcéral ». Évidemment, dans un tel contexte, il est nécessaire d'être flexible. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de savoir de s'adapter. Pourquoi ? Parce que si l'idée est de participer à des projets, si l'idée est d'entrer en relation avec autrui, si l'idée est d'être actif en permanence, il devient impératif de comprendre dans quelle situation on se trouve, et par exemple, lorsqu'on rédige son plan de détention, d'avoir une bonne connaissance des critères qui seront utilisés au moment de la libération conditionnelle pour juger votre aptitude ou non à vous montrer actif, hein, et à faire la preuve que vous êtes un détenu idéal. Il faut aussi jauger les possibilités de réussite dans ces relations avec la victime, par exemple, si on prend des initiatives réparatrices. Il faut connaître les offres de services en prison pour savoir auxquelles on pourrait recourir et lesquelles pourraient être finalement utiles à une progression, à une modification de sa situation. Ça se marque notamment aussi par un appel dans les travaux préparatoires à une application souple des règles. En gros, ne soyons pas trop procéduriers, quand on peut passer les choses sous silence, faisons-le. C'est peut-être une caractéristique un peu fort belge pour être vraiment un signe d'une évolution générale. Mais par exemple, le milieu carcéral est aujourd'hui marqué par l'idée que la peine n'est pas une durée prédéfinie qui est imposée à un individu, mais est une co-construction qui se décide tout au long de la peine, tout au long de l'exécution, non seulement dans la variation des régimes, mais aussi dans la variation des lieux et des modalités d'exécution de la peine de prison. L'objectif qui est en ligne de mire de ce projet de loi est la préservation des capacités d'adaptation de l'individu. Car un des problèmes qui est identifié dès le début du projet, ce n'est plus le problème classique de la privation de liberté d'un individu qui théoriquement devrait jouir de ses droits fondamentaux, mais bien le fait que, par sa prise en charge, la prison annihile en l'individu ses capacités d'adaptation et d'action dans la société libre. Et c'est contre ça que le législateur entend lutter, notamment en promouvant la participation, l'activité, l'activation et l'adaptation. Alors, voilà, ma conclusion, formidable, j'ai 1 minute pour ma conclusion. Ce que j'ai essayé de montrer, et bien entendu, vu le pas de charge, je pourrais comprendre qu'il reste beaucoup de zones d'ombre, et c'est évidemment normal, mais je ne voyais pas dans quoi tailler pour être encore plus court. La question que je cherche à poser ici, c'est quelle mobilité finalement ? Nous sommes de plus en plus mobiles, mais de quoi parle-t-on ? Il me semble qu'il ne s'agit pas seulement de mobilité nouvelle au sens de nous avons de nouveaux moyens de nous déplacer, mais je pense qu'il s'agit de nouvelles manières de considérer ce qu'est la mobilité. Quand la trajectoire de l'individu au sein du système carcéral, quand sa réinsertion sociale sont pensées
comme des logiques, enfin selon des logiques de mise en mouvement, de mobilisation, on est, à mon sens, également dans un imaginaire de la mobilité qui est correspondant aux imaginaires de la mobilité physique qui sont monnaie courante aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire l'hypothèse que des mobiles d'hier sont des immobiles d'aujourd'hui et inversement. La personne qui a une mobilité pendulaire, par exemple, ne sera pas forcément considérée comme quelqu'un de fortement mobile, elle sera dans des mobilités routinières qui me semblent, en tout cas actuellement, moins valorisées qu'hier les mobilités, qui me semblent moins valorisées que les mobilités non routinières et plus inventives, entre guillemets. Il ne faut pas oublier, me semble-t-il, également le fait que cette idéologie de valorisation de la mobilité est utilisée dans des pratiques sociales d'attribution de qualité. Or, il existe, à mon sens, des mobiles niés, de la même manière qu'il existe des mobiles ignorés. C'est-à-dire que nous valorisons la mobilité, ça ne veut pas encore dire que les gens qu'on pourrait objectivement, si tant est que l'objectivité puisse exister bien entendu, qualifier de mobiles, sont reconnus comme tels, ni que tous les immobiles sont traqués et dénoncés pour leur immobilité. Donc la mobilité me semble être aujourd'hui un étendard qu'il faut analyser en tant que tel, et il me semble que la question de notre rapport à la mobilité peut être un intéressant analyseur social des mutations actuelles et pas seulement, me semble-t-il, des mutations de nos déplacements physiques. Voilà, je vous remercie.